On sait que le secteur informel constitue une part importante de l'économie dans nos pays africains, ce qui constitue d'ailleurs un défi majeur pour les pouvoirs publics. En tant que juriste, que dites-vous à une personne qui hésite à se formaliser quand on sait que les charges fiscales et les autres contraintes administratives sont lourdes et ont un effet, on va dire, répulsif généralement? Alors déjà, merci de poser cette question, mais il faut d'entrée se vider une question. Le fait d'être formalisé n'est pas forcément synonyme d'être soumise à beaucoup de charges. Comme le fait de ne pas être formalisé ne veut pas dire que vous n'allez pas quand même subir des charges. Et c'est tout l'intérêt de la formalisation. Rester dans le secteur informel, on pourrait y trouver des avantages. Mais ces avantages sont vraiment moindres par rapport aux inconvénients que cela comporte. Donc, douter, hésiter à le faire, c'est comme si on acceptait de rester dans une zone d'inconfort qui finira finalement par détruire tout ce qu'on a bâti. Je m'explique. Lorsque vous restez dans l'informel, vous n'avez pas de statut de commerçant. D'accord? Vous n'avez ni de statut de commerçant, ni de statut de l'entrepreneur, ni rien. Vous n'avez pas de couverture juridique en clair. Ce qui fait que tout ce que vous faites, que ce soit en vendant, que ce soit en achetant, vous le faites et vous vous impliquez personnellement. Lorsqu'il y a des difficultés, c'est vous qui serez recherché. Et l'exercice dans l'informel de certaines activités également comporte des sanctions au regard de la loi. Lorsque ces sanctions tomberont, il y a fort à parier que tout ce que vous avez bâti dans cet informel-là parte. C'est l'exemple palpable de la bonne dame qui ne fait que mettre de l'étalage et vend et qui n'a jamais payé de patente, ni de TVA, ni de rien, ni de rien. Mais le jour où elle se fera redresser, puisque vous parlez de fiscalité pour la première fois, elle risque de payer le chiffre d'affaires qu'elle n'a jamais eu à faire. Pourquoi? Parce qu'elle n'aura pas de preuves Parce qu'elle de n'aura chiffres pas sur son activité? de preuves acceptables en droit. Vous savez, lorsque vous créez une entreprise, vous avez des obligations comptables qui incombent à votre entreprise. Oui. Et c'est au regard de ces obligations comptables que ce que vous allez dire en tant que commerçant va avoir une valeur probante. Lorsque, par exemple, vous n'avez pas de registre, vous n'avez pas un cahier de vente, un cahier des achats, comment est-ce que vous pouvez prouver désormais, prouver à l'autorité fiscale que non, non, je n'ai pas vendu autant, non, je n'ai pas fait tel chiffre d'affaires? À partir de ce moment, l'autorité, lui, va prendre en compte des données Aléatoire. aléatoires pour vous imposer et vous appliquer des sanctions. Ce qui finalement peut faire que vous allez vous retrouver à payer ou bien à devoir payer une somme tellement importante de votre activité que son défaut vous obligera à fermer. Il y a donc des risques. Il est préférable de se formaliser, de créer une entité, comme vous venez de l'expliquer, pour être, on va dire, en sécurité soi-même. Mais une fois que l'entreprise est créée, les entrepreneurs ont tendance à penser que c'est terminé, ils n'ont plus d'obligations, je dirais pas forcément des obligations, mais qu'il n'y a plus rien à faire en ce qui concerne les aspects juridiques et ils négligent ces paramètres-là, ce qui peut leur coûter cher également par la suite. J'aimerais que vous nous citiez 2 outils juridiques qui sont indispensables pour sécuriser son projet en dehors même de la création d'une entreprise. Quand vous créez une entreprise, tout de suite, vous êtes confronté à un certain nombre de risques. Il y en a 3 de majeurs. Il y a le risque fiscal, il y a le risque juridique et il y a le risque social. Ce qui fait que lorsque vous créez l'entreprise et que vous vous arrêtez à la création, un jour, vous pouvez être redressé sur ces 3 points. Fiscalité, déjà, si vous créez l'entreprise et que vous ne vous dotez pas de certaines obligations, vous ne répondez pas à certaines obligations comptables, telles que par exemple avoir des livres comptables à jour, paraphés par le tribunal, c'est un risque. Ne pas être déclaré en tant qu'employeur à la CNSS et donc pouvoir légitimement employer quelqu'un d'autre, c'est un risque qui peut vous revenir à la figure. Ne pas tenir à jour son registre de commerce, c'est un risque qui peut vous revenir. Tenir à jour son registre de commerce, c'est quoi? L'habitude, c'est quoi? C'est de dire, bon, je vais créer une société, je prends l'adresse de chez moi. Mais dès que l'activité a commencé,
on va louer une boutique en ville ou un local en ville Mais et on c'est ne là change qu'on pas les l'adresse. espère. Mais on ne va pas actualiser le registre de commerce. Ce sont des risques qui peuvent vous revenir à la figure. Donc, quand vous finissez de créer l'entreprise, il y a des choses à faire et le mieux, c'est d'être conseillé pour savoir ce qu'il y a à faire. Revenons maintenant à votre question de savoir quels sont les outils qu'on peut, deux outils pour sécuriser un projet. Oui, par exemple. Je parlerai rapidement des accords de confidentialité, NDA, Non-Disclosure Agreements, comme on les appelle en anglais, qui vous permettent de, certes on dit que les idées, ça ne se protège pas, mais lorsque par exemple vous avez fini de préparer un bon business plan et que vous voulez demander du crédit, bien solliciter un prêt auprès d'un organisme financier, ce n'est pas habituel, mais c'est toujours bien de faire accompagner ce document ou bien d'exiger avant la remise de ces documents la signature d'un accord de confidentialité. D'accord, même si c'est avec un particulier qu'on est en discussion. Même si c'est avec un particulier donc un qu'on est en investisseur discussion. privé, par exemple. Un investisseur privé, par exemple. Ça vous, et selon les termes de cet accord, ça vous évite de voir ce projet repris par un particulier ou un partenaire qui a plus de moyens que vous, très rapidement exercer et vous évincer de votre projet. Et également, ça vous garantit que vous n'allez pas être abusé. Et dedans même, vous pouvez mettre des clauses pénales qui peuvent être une petite source de revenus pour vous. La clause pénale, c'est la clause qu'on met dans un contrat et qui vous permet, par exemple, de réclamer de l'argent directement à votre co-contractant lorsque celui-là n'aura pas respecté viole les dispositions de votre contrat. Donc, il y a ça. Et ensuite, ça, je parle aux entrepreneurs qui se mettent de plus en plus ensemble. On peut parler des pactes d'associés. Les pactes d'associés. En fait, lorsque vous créez votre société, vous avez des statuts qui régissent la société. C'est bien, mais généralement, les statuts ne font que reprendre les dispositions légales qui gouvernent la vie de toute société. Vous pouvez ensuite aller faire la rencontre d'un investisseur privé ou d'amis ou de frères qui veulent bien participer également à l'entreprise et qui apportent diverses choses. Ça peut être l'industrie, ça peut être du matériel, ça peut être de l'argent, du numéraire. Alors, comment est-ce qu'on fait pour que, au moment où bruit existera, parce que si vous êtes des hommes et que vous êtes ensemble, forcément un jour vous allez vous. Bien sûr, les différents vont finir par naître. Peuvent survenir à tout moment. À tout moment, et surtout lorsqu'il s'agit d'argent. Donc, comment est-ce qu'on a un accord qui nous évite, même lorsqu'il y a des difficultés, d'aller à l'éclatement de la société? D'accord. Donc, le pacte d'associés, si je comprends bien, c'est un peu comme un contrat de mariage entre les différentes personnes qui se mettent ensemble pour mettre en place un projet pour faire grandir une affaire, par exemple. Exactement. On va dire, au fait, merci de donner l'exemple du contrat de mariage. Donc, non-disclosure agreements, accord de confidentialité et pacte d'associés si vous êtes plusieurs dans votre entreprise.